Donc je remercie Chérie Yo d'être là aujourd'hui. Et Chérie va venir nous parler d'algues et de virus. Chérie est en fait de nationalité australienne. Moi, qu'elle ait déjà demandé la nationalité française, je ne sais pas, non pas encore. Voilà. De papier. Donc de nationalité australienne, elle était à l'université en Australie où elle a fait un doctorat. Et juste après, elle est venue faire un postdoc à l'observatoire. Et après ce postdoc dans l'équipe de génomique du phytoplancton et génomique environnementale du phytoplancton, et elle y est restée jusqu'en 2018, je crois. Puis elle a fait un deuxième postdoc à Barcelone, au CSIC. Et c'est après ce deuxième postdoc à Barcelone qu'elle a été recrutée au CNRS, dans la même équipe que celle où elle avait effectué son doctorat, qui est dirigée par Guénaël Pigano maintenant, et qui était avant l'équipe d'Hervé Moreau, que vous avez vu plusieurs fois chez nous, qui a malheureusement décédé en 2020. Voilà, merci Chérie, et je vous la laisse vous parler du mal de mer. Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Ok. Je vais vous parler de ce que j'appelle mal de merde. En fait, c'est plus l'importance des virus dans la mer. Donc, je vais reprendre, je me représente. Donc, je suis Chérie Yao. Je suis née en Malaisie, de nationalité australienne. J'ai fait toute ma formation en Australie. J'ai fait ma doctorat sur les lacs antarctiques. Et suite au doctorat, j'ai vu un poste à Banyuls. Je ne connaissais pas du tout la France. Et c'était dans l'équipe de génomique de phytoplancton. Et j'ai fait un premier postdoc, ensuite à Barcelone, et revenu en France pour continuer cet axe de recherche. Donc pendant toute ma carrière, j'ai étudié que les micro-organismes et le virus avec des approches omiques. Donc omique veut dire génomique, transcriptomique, protéomique. Donc je vais décrire un peu plus en détail les omiques. Donc la présentation de ce soir, on va parler un peu de l'état de l'art des virus marins. Et juste pour dire, je m'excuse en avance des fautes d'orthographe. J'écris très mal en français. L'état de l'art sur les virus marins. Je préciserai que tu es arrivé sans parler un mot de français. Oui, c'est ça. Pourquoi les interactions entre l'algue et le virus sont-elles importantes? Et puis, je vais vous parler de notre modèle d'algue Osteococcus et le virus, les praseovirus, et pourquoi c'est un système idéal pour comprendre ce qui se passe dans la mer, et que savons-nous à ce jour sur les interactions entre Osteococcus et praseovirus. Tout d'abord, l'état de l'art sur... déjà il y a une faute. Sur les virus. Ok, donc l'histoire de virologie marine n'est pas très longue. C'était que en 1989 qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de virus dans la mer. C'était avec l'image de groupes norvégiens et américains qui ont pensé à juste prendre l'eau de mer et de le mettre sous un microscope électronique et voir ce qu'il y a. On voit beaucoup de petits points, des choses courbées, ça c'est l'échelle, donc ça, je pense que ça doit être un micromètre. Donc ça c'est des cellules, et tous les petits points correspondent au virus. C'est la première évidence que les virus sont les entités biologiques les plus abondantes sur la planète. Maintenant, avec un peu plus d'affinement technique, si on prend l'eau de mer, on a toujours le même résultat. Et il y a beaucoup de ces hexagons avec eux, des fibrils, qui correspondent au virus. Ensuite, notre façon de mesurer l'abondance de virus avec la microscopie fluorescence. On marque chaque chose qui possède de l'ADN ou acide nucléique dedans, avec une couleur, là c'est vert. Et
voilà, on voit des points un peu plus gros, c'est des bactéries. La très longue, là, c'est un diatomée. Et tous les petits points sont plus petits que les cellules et sont des virus. Donc c'est très joli. J'ai pu, pendant ma thèse, faire des visualisations de microscopie épifluorescente. C'est vraiment comme regarder des étoiles, mais sous un goutte. Donc, quelques chiffres étonnants. Donc, quand on mesure combien de virus dans une goutte d'eau, on peut ensuite extrapoler, un goutte d'eau, c'est 1 millilitre, dans l'océan, il y a tant de litres. Ce monsieur a fait des calculs et il a estimé qu'il y a, si je ne me trompe pas, 10 puissance 30 virus sur la planète, dans les océans. Donc ça correspond à une abondance plus importante que les cellules des bactéries, les protistes, donc tout ce qui est microscopique mais non bactérien, donc, comme les amèbes et les algues dont je vais vous parler. Donc ça correspond à peu près à l'image qu'on a vue. Il y a 10 fois plus de petits points que les virus. Donc en biomasse, les virus comprennent la partie, le deuxième component d'abondance par rapport à leur masse qui rapporte, parce qu'ils sont plus petits. Mais c'est tout de même important parce que toute cette masse ensemble, tous les virus, on les ramasse, c'est équivalent de 75 millions de valvules. Si on met tous les virus enchaînés en longue ligne, ça fait 100 fois le diamètre de Voie lactée. C'est vraiment des chiffres astronomiques. C'est difficile à penser à telle quantité quand on est en train de se baigner, parce qu'ils sont tous invisibles. Donc, ok, maintenant on sait que les virus sont très abondants. La prochaine question pour les biologistes marins, c'est d'essayer de savoir quelle est la diversité de ces virus. Donc une approche, c'était fait sur chauve-souris énorme, c'est de dire, on connaît tous maintenant le PCR, c'est si on prend une espèce et on essaie de faire un sondage, combien de virus infectent ce pauvre mammifère, un peu comme chez nous, il y a des centaines, des cinquantaines, eux ils ont trouvé 50 virus, donc on peut faire des calculs, on peut à la louche, de dire, s'il y a 58 virus qui infectent les mammifères, il y a environ 5000 espèces de mammifères, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup plus, 300 000 d'espèces, au moins, qui doivent exister, qui infectent que les mammifères. Donc les micro-organismes qui sont le plus abondants, il y a vraiment une diversité énorme. Donc pendant ma thèse, c'était un peu le début d'une méthode qui s'appelle la métagénomique. C'est un peu, pourquoi méta, c'est au-delà de la génomique. En fait, on prend de l'eau de mer, on filtre, on enlève les grosses bêtes. On utilise des filtres pour attraper le zooplancton, ensuite les petits, ensuite les bactéries et ensuite la fin des virus. Et on peut extraire l'ADN de chaque fraction en fonction de la taille de plancton dans la mer et séquencer directement l'ADN de l'environnement. Façon de sonder qui est présent dans l'environnement. Donc, avec la première étude, on a découvert que les virus sont extrêmement diversifiés. Ce n'est pas surprenant si on pourrait déjà faire l'exercice de penser, nous on a une centaine de virus, et chaque pauvre bactérie dans le monde doit aussi avoir une centaine de bactéries. Mais on a vu que la partie connue était beaucoup plus petite que les inconnues. Il y a au moins 5000 types ou sortes de virus, pas trop dire espèces, aux variants, aux souches. Et juste pour comparer, donc il y a le comité international de taxonomie des virus qui décide les virus qui sont
rentré dans le registre des virus officiels. Et en 2018, donc ça fait un moment que j'ai fait ça, il avait 5560 espèces. Donc, les virus connus est vraiment une partie minuscule de tout ce qui reste à découvrir. Donc, juste pour mettre ça au jour, l'étude que je vous ai montrée, c'est de toute première métagénomique. Le plus récent en métagénomique, c'est la diversité des virus marins, de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique, en passant par tous les océans. Donc, ça s'appelle là le Global Ocean Bureau. Ils ont trouvé 488 130 populations de virus, non, même pas d'espèces, des groupes de virus. Et un peu la même chose, 90% inconnus, et un petit pourcent qui pourrait identifier qui infecte les bactéries, les archées, les eucaryotes, comme principalement sont des virus, des micro-organismes. Et juste pour dire encore, c'est une diversité énorme quand on regarde des groupes en particulier. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à les virus dits géants. C'est des virus avec une taille importante, certaines qui approchent la taille d'une cellule, ou même dépassent la taille d'une cellule, et avec des études métagénomiques. C'est juste pour dire que cet arbre, chaque branche représente un virus détecté dans l'environnement. Les rouges sont les virus connus ou proches des virus connus en culture, et les noirs sont les inconnus. Même quand on regarde une groupe qu'on a décrit un peu, les inconnus sont plus que les connus. Okay. Mais pourquoi il faut comprendre les interactions entre algues et virus, et plus largement entre les espèces, des cellules et des virus. Donc, dans la mer, on a l'image de la chaîne alimentaire. Ça, c'est très simplifié. Donc, à la base, la chaîne alimentaire, on a le phytoplancton. Donc, phytoplancton veut dire juste toutes les cellules qui font la photosynthèse. Donc, ça comprend des bactéries, des cyanobactéries, et aussi qu'on appelle des algues, des microalgues qui sont des eucaryotes connus. Les phytoplanctons utilisent le dioxyde de carbone en photosynthèse pour faire du biomasse. Et la chaîne alimentaire, normalement, c'est les petites plantes. Le phytoplancton va être mangé par le zooplancton et ensuite par les petits crustacés, jusqu'à poissons, jusqu'à les requins, les baleines, les grosses animaux. Il y a aussi des bactéries qui poussent dedans, qui mangent tous les restes. Voilà, non. C'est le phytoplancton, même si ça ne représente pas une masse aussi importante que des arbres sur Terre. En fait, les algues marines sont responsables de 50% de photosynthèse sur la planète. Donc 50% de fixation de carbone est fait par les micro-organismes. Avec la découverte de l'abondance de virus, on s'est mis à penser que les virus vont jouer un rôle important dans l'écosystème. Où il est proposé que les virus font ce qu'il appelle un court-circuit. Donc, quand les virus infectent tous les micro-organismes, aussi les grosses bêtes, donc ça, la mort cellulaire fait par les virus vont relarguer le contenu cellulaire, la matière organique, dans le milieu. Donc, cette matière organique, maintenant, le zooplancton ne peut plus le manger. C'est que les bactéries. Donc, soit ça fait un court-circuit
comme ça, que le carbone qui n'est plus dirigé vers les animaux, mais plutôt vers les bactéries. Et notre partie va fondre et ça fait aussi ce qu'on appelle la pompe biologique, un puits de carbone. Notamment, il y a certains algues qui possèdent des écailles pour des coccolithes en carbonate de calcium qui est minéral. Et c'est un important puits de carbone. Donc, juste un peu des chiffres de combien de carbone il y a en gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. 860 environ, je ne sais plus où j'ai trouvé ces chiffres. Et à peu près la même quantité, juste dans le milieu, dans la mer, en train de flotter dans l'eau. Donc ça représente un puits important. Donc ce court-circuit, on n'est pas certain combien de carbone ça fait tourner. Et on n'est pas non plus très sûr du destin de carbone, combien va au fond, combien va être respiré, remis dans cette boucle microbienne. Donc il y a des inconnus dans le modèle qu'on essaie de résoudre pour avoir des chiffres un peu plus précis. Ok. Maintenant, je vais vous parler un peu de nos algues préférées et nos virus préférés. Le plus petit algue connu du monde, Oestococcus, et le Prasinovirus, donc c'est le nom des virus qui infectent Oestococcus. J'aurais dû donner un peu l'historique de Oestococcus parce que c'est vraiment propre au laboratoire. Voici, vous avez une coupe en microscopie électronique, donc ça c'est la cellule, et elle fait à peu près 1 micromètre en diamètre. Là on voit les deux chloroplastes et le noyau. Et elle est en train d'être infectée par les virus. Donc chaque hexagone là c'est des virus. Il y a beaucoup. Donc les virus ne sont pas les plus gros virus connus, mais relativement, ils appartiennent de la famille des virus géants, et relativement, pour la cellule, c'est énorme. Le virus fait 1/10 de diamètre de la cellule. C'est relativement le virus le plus géant pour cette toute petite cellule. Donc pourquoi Oestococcus est un modèle intéressant à la petite taille? Elle est une algue verte, donc proche des plantes. On peut utiliser pas mal des connaissances des plantes, notamment par rapport à le métabolisme, le processus de photosynthèse. Moi, je suis très branchée omique. Elle a un génome très réduit, haploïde, donc ça veut dire que nous sommes diploïdes, on a une copie des chromosomes de mère et père, mais les algues elles sont plus simples, elles sont juste, on peut dire une copie suffit. Donc ça fait un système assez flexible à gérer en culture et pour tout ce qui est analyse publique. Depuis l'isolement de Oestococcus tori de l'étang de Thau et d'autres lions, nous avons isolé les différents Oestococcus de tous les étangs de la mer dans le groupe de Lyon, et aussi des virus. Donc chaque fois qu'il y a des Oestococcus, il y a des virus. Et on voit un peu la distribution des Oestococcus dans le monde et les algues cousines Oestococcus. Donc les points représentent, c'est surtout la zone côtière. Et elle est présente de partout.
et juste de parler un peu de la diversité des algues, des virus qui infectent des algues connues. Les roux, donc ça c'est un arbre des algues eucaryotiques, donc les algues de notre famille, comme nous. Et voici, on a les dianoflagellés, vous avez peut-être entendu parler, les diatomées et les coccolithophores, glénophytes. Donc toutes les branches colorées, c'est des branches des algues différentes. Et nous, on étudie la branche verte qui est à côté des plantes terrestres. Et c'est pour dire qu'on a des modèles, des exemples d'espèces de branches d'algues très diversifiées. Chaque branche a des virus, des différentes sortes. Et le virus, la famille de virus qu'on isole le plus souvent, c'est les virus de la famille géante. Ok, donc c'est une autre raison que étudier Ostracoccus et les brasinovirus est intéressant parce que ça peut être pertinent d'autres branches d'algues. Avec le génomique, on a révélé que initialement on pensait qu'il n'avait que Ostracoccus tori. Ça ressemble à une petite boule verte. Ensuite, on a isolé différentes Ostracoccus et quand on a séquencé le génome, on a aperçu qu'elles ne sont pas toutes identiques. Il y avait au moins 4 branches qui sont vraiment morphologiquement identiques. On n'est pas capable de les distinguer, même en microscopie électronique, même en regardant la taille des différentes organelles, c'est pas possible. Mais avec le séquence d'ADN, on voit une divergence entre les espèces qui nous fait appeler comme espèce une divergence très, très importante, donc autant de différences en séquence qu'entre l'homme et le poule. C'est un peu étonnant pourquoi deux espèces qui ressemblent autant peuvent avoir tant de diversité aussi. Ça fait partie aussi de jeu. Donc j'ai mis Ostracoccus tori et Meditanus parce que c'est deux espèces modèles qu'on utilise et pour lesquelles je vais présenter les données des travaux de l'équipe. Donc Ostracoccus tori, c'est parmi les premiers organismes dans le monde à être entièrement séquencé parce qu'il y a un petit génome et c'est facile à cultiver. Donc on appelle comme la levure de la mer. Et ce qui est sauté aux yeux directement, parmi les 20 chromosomes, donc chaque ligne colorée représente un chromosome. Il y avait 2 chromosomes qu'on a dit aberrants. Donc c'est plus de bleu, la moitié de chromosome 2, et le chromosome 19 est tout bleu. Le bleu représente le contenu en différentes bases nucléotidiques, donc on a A, T, G, C. Il avait plus de A et T que G, C, qui est un signe qu'il y a quelque chose de différent de ces chromosomes. On ne savait pas au début pourquoi cette différence. Avec un peu de temps, il semble que le chromosome 2 peut être un chromosome sexué qui détermine l'équivalent de mâle-femelle. Donc peut-être il y a un cycle sexué chez les petites algues, même si je l'ai dit qu'ils sont la moitié du nombre de chromosomes que nous, relatif. Il peut aussi avoir un cycle sexué. Et je voulais vous parler beaucoup de chromosome 19, qu'on appelle le SOC,
pour small outlier chromosomes qui semblent avoir une fonction antivirale. Et comment on a arrivé à avoir cette impression. Donc, que savons-nous à ce jour sur les interactions entre Ostrococcus et le Prasinovirus? Donc, je vais dire Ostrococcus pour parler en fait de Ostrococcus tauré, Mediterraneus. Je ne sais pas, les deux, quand elles se comportent différemment, mais normalement, pour beaucoup de choses, elles ont le même comportement. Donc, tout d'abord, les virus qui affectent Ostreococcus et en fait, tous les virus qui affectent les algues microscopiques sont ce qu'on appelle lytiques. Ça voudrait dire que le virus va éclater la cellule. Le virus, il ne va pas rentrer dans la cellule et rester là en latence, en dormance, comme isogène. Non, le virus rentre dedans, il va tuer la cellule dans un certain temps. Donc, là, on a une culture saine, non infectée, qui pousse et devient verte. Et là, c'est une culture qu'on a infectée avec du virus, et dans 2 jours, la population diminue d'une façon importante. Ça veut dire que les cellules sont lysées et mortes. Mais très vite, après, on a la culture qui se repousse. Et c'était une observation dès le début de l'isolement du virus d'Ostrococcus. On a vu le lyse et une résistance au virus qui évolue très vite. Et c'est valable pour Ostrococcus tauré et Mediterraneus et aussi pour Lucinaria. Donc, ce phénomène de résistance au virus était observé chez des algues très différentes de Ostrococcus tauré. Donc, j'ai mis en bleu les noms d'espèces, parce que ce ne sont pas des algues vertes, ce sont des algues haptophytes. Donc, je ne sais pas s'ils en ont courant. Chrysophyte. Oui, chrysophyte. C'est la couleur du pigment. Ah, merci. Qui est jaune. Oui, voilà. Ah oui, c'est jaune, plutôt jaune. Oui, les algues plutôt jaunes que vertes, et qui sont aussi très abondantes connues. Notamment, en fait, j'aurais dû mettre une image, il y a l'Arachia qui fait des énormes réflorescences qu'on voit depuis l'espace. Donc c'est très impressionnant. Qui sont aussi infectés par le virus et qui semblent aussi sont capables de résister l'infection. Donc, en laboratoire, en culture, on a fait cette observation qu'on met le virus et la culture meurt, mais il y a certains individus qui reprennent, la culture repousse, mais bizarrement, il avait des cultures qu'on appelait les résistantes productrices. Donc ça, c'est l'algue qui pousse, et la flèche, ça veut dire qu'on a redilué la culture, mais en même temps, il y a le virus qui pousse avec. Je dis, oh, comment c'est possible? On a aussi des résistants qui n'ont pas de virus, qui semblent être résistants normaux. Donc, on appelle cette culture résistante parce que si on ajoute le virus qui a tué la mère, elle ne lise pas. Il n'y a pas d'effet. Donc, c'était une première question. Et, ok, donc Ostreococcus mediterraneus, par contre, on avait même isolé avec un virus. Donc la ligne verte correspond à la croissance d'algues et les autres triangles correspondent à la croissance du virus. Donc, pareil, virus et algues poussent en même temps. Et cette dynamique était stable depuis 2009. On transfère la culture et continue les deux ensemble. Donc c'était une question pour nous. Comment est-ce que c'est possible la production de virus dans la culture si on sait que le virus lise la cellule obligatoirement pour se reproduire? Comment on peut produire plus de virus sans tuer la cellule? Donc
on a regardé par microscopie électronique, on a essayé de voir est-ce que la cellule produise le virus par une sorte de bourgeonnement, est-ce que peut-être les virus sont relargués sans tuer la cellule. On a passé pas mal de temps devant les cultures et notre conclusion tentative pour Streptococcus aureus mediterranus, c'est la plupart de la culture, les cellules ressemblent à ça, les boules vertes en bonne santé, et il y a juste certains individus qui sont visiblement infectés avec des virus dedans, et c'est suffisant pour maintenir la production de virus à chaque cycle de croissance. Mais comment est-ce que si la plupart des cellules sont résistantes, ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre qui redevient sensible à un taux suffisant pour reproduire le virus en même temps. Donc l'effet de la population, c'est une population saine qui produisent à la fois des cellules et les virus avec un certain faible mortalité de la minorité de la population. Donc, pour creuser tout le sujet entre résistance sensible, comment est-ce qu'on peut avoir, quel est le mécanisme pour résister le virus et quels sont les marqueurs pour sensibilité au virus. On avait fait ce qu'on appelle l'évolution expérimentale. Donc de commencer avec une seule colonie de Streptococcus aureus, de la mettre en culture, diviser, là on avait 38 lignées, on a essayé d'infecter 38 lignées en parallèle avec le virus et voir le destin de chacune de ces lignées. En fait, elles sont toutes devenues résistantes et c'est quasi déterministe. On met le virus et elles deviennent résistantes et on a des sensibles en même temps qui n'ont jamais eu de virus dans le laboratoire. Ensuite, on compare les génomes et les transcriptomes. Donc j'ai dit transcription, mais donc c'est l'expression des gènes entre les deux sortes de cellules, les résistantes et les sensibles. Donc je vais juste mis R et S, il ne faut pas écrire à chaque fois résistance sensible. Donc tout d'abord, les génomes. Les cellules, ou les lignées qui étaient sensibles et qu'on a fait évoluer la résistance, démontrent un changement très important de taille du chromosome que je vous ai parlé au tout début, le chromosome SOC aberrant. Donc, ici, on a un gel qui sépare les chromosomes. Donc, chaque bande représente un chromosome de différentes lignées de Streptococcus aureus, dans cette image, des sensibles. Et là, il y a des résistants. Donc, c'est juste la grande différence qu'il y a des bandes. Ça, c'est le chromosome SOC19 qui a disparu. Là, il a disparu encore et il a semblé d'être monté là-haut. Donc, il y a des changements importants. On a vu un peu la même chose, mais dans l'autre sens, chez Streptococcus mediterranus, une culture qui a commencé résistante, qui en a fait évoluer en sensible, a aussi eu un changement important de la taille le chromosome SOC. Il a diminué en taille. Avec ça, on conclut qu'un changement entre la capacité de résister ou être sensible au virus est lié avec un changement important de génome et notamment de ce chromosome. Et je l'avais juste montré à la télévision et la partie en a séquencé deux et il a perdu un bout de chromosome.
On a aussi une collection de différentes souches de Ostrococcus tori qu'on a isolées de différents étangs. Juste pour vous expliquer, ça c'est une sorte de tapisserie de chaque ligne correspond à différentes souches qu'on a eues de l'environnement. Dans le chromosome 20, c'est tout rouge, donc ça voudrait dire que c'est tout pareil. Et le chromosome 18, tout pareil. Et le chromosome 19, qui est le socle, il présente les trous. Donc ça veut dire entre les différentes souches, il y a des changements. Et quand on compare le chromosome entier entre 6 souches différentes, on voit que c'est juste complètement différent. C'est comme si j'avais un chromosome qui est juste différent d'un autre individu dans la pièce. Il y a tellement de diversité dans le chromosome. C'est pas normalement observé au sein de la même espèce. Et le chromosome semble être juste des parties complètement rangées. C'est pour ça qu'on dit que c'était hyper variable. La résistance au virus, parmi les différentes souches de Ostrococcus tori, donc c'est les mêmes souches que j'ai montrées avant, comme le génome. Et on a aussi une collection de différents virus d'Ostrococcus tori. Et c'est matrice, donc s'il y a un, ça veut dire que la combinaison entre ce virus et cette souche fait une lisse. Et s'il y a un 0, il n'y a pas de lisse. On voit qu'il y a un gradient entre les virus le plus virulents qui peut infecter le plus de souches de Ostrococcus et le virus qu'on dit le plus spécialiste qui infecte une seule souche hôte. Et avec ça, on a eu une relation entre la taille du chromosome socle, donc plus le chromosome est grand, plus la souche est résistante au virus. Donc celle-là, par exemple, n'est pas infectée par un seul virus de notre collection. Donc on commence à avoir une idée de génétique de l'interaction entre virus et hôte. Ensuite, c'est un peu vague, la taille d'un chromosome. On veut savoir quels sont les gènes, ou quel est le mécanisme qui donne cette capacité de résister au virus. Donc on a essayé de voir sur le chromosome quels sont les gènes exprimés ou pas. Et il y avait un patron de l'expression très particulière. Donc là, on a S pour son cible, 4 lignes, et sans que cette partie du chromosome, représentée à gauche et à droite, la longue saucisse, n'est pas exprimée. Et cette partie est exprimée. Et c'est complètement l'inverse chez les résistants. Cette partie est fortement exprimée, mais cette partie n'est pas exprimée. Ça, c'est aussi étonnant. Pourquoi exprimer une moitié et pas l'autre? Et si on fait essaie de grossir quels sont les gènes, il y a c'est un grand nombre de gènes, beaucoup avec des fonctions inconnues, et la plupart sont impliqués en transformation de sucre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi transformation de sucre? Les plantes, elles ont une paroi autour de la cellule. Et les plantes font du carbohydrate. C'est un peu normal que pour une petite plante, on va essayer de modifier le contenu en carbohydrate, la structure de la paroi. On ne sait pas encore exactement quelle est la modification, mais on suppose en changeant la composition au niveau des carbohydrates, les résistants n'ont plus capables d'être infectés par le virus. Donc,
peu un aperçu de mécanisme d'action. Et juste pour dire que chez Oscillococos mediterranus, il y avait la même chose au niveau de l'expression de le chromosome SOC. Une partie activée chez le résistant, une partie éteinte. Voilà. Et les gènes aussi impliqués dans la modification des sucres et aussi beaucoup des éléments transposables qui réarrangent le génome. Voilà. Donc, pour creuser un peu plus, est-ce que la résistance, c'est vraiment au niveau de l'entrée du virus? Donc, on a changé que le virus, que la cellule résistante a changé la surface qui est plus reconnue par le virus. Donc, ça semblait être le cas chez Oscillococos tauri, parce que les lignées résistantes n'étaient plus capables d'absorber ou attacher le virus. Donc, le virus ne peut pas attacher à la surface et elle est bien, elle a esquivé l'infection. Mais pas chez Mediterranus. Je refais ce test cette année. J'ai fait ce test cette année chez Mediterranus. Il n'y a pas une différence significative. Donc il semble que chez Mediterranus, le mécanisme de résistance au virus doit être intracellulaire. Pas une modification de surface, mais dans la cellule. Je ne sais pas à quel niveau. Et ensuite, avec des collaborateurs à l'Université de Perpignan, Sébastien Roupierre qui fait la modélisation, on a essayé de faire un modèle de comment expliquer cette capacité de basculer entre résistante et sensible et quelle est l'implication au niveau de la population. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des chiffres et donc ça voudrait dire tout simplement que cellule sensible va la plupart du temps donner une cellule sensible, mais de temps en temps, il y a un certain taux de changement vers une cellule résistante. Et pareil, dans l'autre sens, comme on a vu, les résistants parfois perdent leur résistance et deviennent sensibles. Donc ici, il n'y a pas de virus, on ne le voit pas. Il y a juste une culture qui croît. Si on met le virus, la population de sensibles va diminuer rapidement. Et en fonction du taux de basculement entre ces deux états, on peut arriver à une dynamique qui est un équilibre qui donne une coexistence. Comme on avait observé en culture, qui a la plupart sans résistance, mais une perte d'un taux suffisant pour continuer la production de virus et à la fois les algues. Donc, tout ça, ça va mettre en question comment intégrer notre petit modèle dans une vision globale de fonctionnement dans l'environnement. Donc pour moi, ça semble assez impressionnant. Mais en même temps, il faut qu'on mesure, qu'on est capable de comprendre des interactions, des petites interactions moléculaires, comme on a tous vécu cette pandémie, le Covid. Si on n'était pas capable de comprendre le mécanisme d'attachement du virus, on n'est pas capable de comprendre comment esquiver le virus. C'est exactement ce qui se passe chez toutes les autres espèces et parfois ça fait plus de mortalité et même cette mortalité a une sorte de fonction quelque part. L'enjeu maintenant c'est de mesurer et c'est d'équilibrer, jongler. Avec ça, je vous laisse mes points de vue. Donc, il ne faut juste pas oublier que
les micro-organismes et les virus sont les plus importantes entités sur la planète. Ils font tourner les cycles de nutrition, le carbone, l'azote, le phosphate. Et on commence à peine à comprendre leur vraie diversité et comment ils fonctionnent. Et chez notre petit modèle, on a découvert un chromosome entier qui semble être un chromosome immunitaire. Le mécanisme est toujours inconnu, mais on a des pistes. Il y a une variabilité génétique, il y a un basculement entre résistance des sensibles, et ça implique le changement aussi de régulation de l'expression des gènes. Et la dynamique entre virus et hôte, parfois, voire souvent, peut mener à une sorte d'équilibre. Et c'est quelque chose à considérer dans notre modèle de fonctionnement dans l'environnement. Ok, donc avec ça, merci beaucoup pour votre attention et je dois surtout remercier l'équipe génomique des phytoplanctons avec les... j'ai pas pu mettre toutes les photos, mais l'équipe actuelle, les collaborateurs, beaucoup de ces travaux étaient commencés par Nigel Grimsley et comme le disait Anne-Marie Moreau, j'ai énormément apprécié. Ils m'ont recruté au tout début. Voilà, je suis vraiment fière de pouvoir continuer cet axe de recherche et aussi nos collaborateurs à l'Université de Perpignan. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup pour Ton exposé et d'aller au fond de la reconnaissance entre les virus et les algues. Des questions? Oui, merci pour votre exposé. Là, vous avez fait une présentation de la génomique, de l'approche génomique. Tout à l'heure, vous avez parlé de protéomique. Est-ce que vous avez fait des patterns en fait, sur les protéines pour voir ce qui se passait exactement? Oui, c'est une très bonne question. J'aimerais faire la protéomique. On a fait juste la protéomique sur les particules virales. Et c'est un projet de soumettre que j'aimerais approfondir cette partie. On a fait métabolomique, donc on a sauté un peu cette étape. Oui, j'aimerais le faire. C'est-à-dire pour étudier effectivement les protéines exprimées à partir de ces gènes et voir qu'elles sont évoluées en Oh, j'ai des plans, hein. Je protéomique. vais essayer de faire sauter tout ce chromosome et on essaie de surexprimer des gènes, voir l'effet. Je sais, tu as mis Tout à l'heure, là, vous avez montré des patterns d'électrophorèse des ADN, des acides nucléiques. Oui. Bon, c'est des constats, vous les avez faits comment? En champ pulsé ou... Oui, en champ pulsé. Exactement, c'est en champ pulsé. Merci. Et c'est vrai que c'est un gros style et ça cache un peu les subtilités. Donc on a aussi fait le reséquençage et on essaie de voir exactement quelles parties sont mangées, supprimées. Comment on peut le faire pour les bactéries? Oui. Pour les levures? Oui, exactement. Ok, Oui. merci. Donc c'est aussi des travaux en groupe. Je me pose une question en fait, donc la différence que vous avez observée au niveau du chromosome 19, vous l'avez observée donc in vitro, enfin sur les cultures en laboratoire, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité de vérifier que ça se passe un petit peu de la même manière in situ et avec de la métagénomie ou pas? Ce que je vous ai montré, c'est un peu la génomique des populations, qu'on a pris beaucoup d'individus de l'environnement.
Et ça montre que ce chromosome est variable entre individus. Aussi, quand on fait le métagénomique, on essaie de assembler tous les génomes. Ce chromosome ne sort pas parce qu'il est trop variable. Et si on fait des alignements, on arrive à avoir des morceaux. Et c'est très difficile à résoudre par métagénomique. En Barcelone, j'ai fait un peu de single cell, donc j'ai essayé de voir, mais c'est tellement variable, ça reste en petits morceaux. Juste pour compléter, on aimerait savoir vraiment les gènes qui donnent l'activité. Donc c'est pour ça qu'on creuse plutôt une piste génétique classique de supprimer le gène, surexprimer le gène, voir si ça donne la résistance. Mais il semble qu'il y a plusieurs gènes impliqués et pour pouvoir voir dans l'environnement s'il y a un marqueur qui montre que telle population va être sensible ou résistante à un virus ou un autre. Comment est-ce que vous arrivez à cultiver différents... Non, je pense que je ne vais pas. Comment arrivez-vous à cultiver des virus différents et les tester sur des souches d'autres différentes, qui viennent d'endroits différents et qui donc apparemment sont un peu différentes? Oui, c'est une bonne question. Il faut forcément avoir une souche qui est la souche pour isoler le virus. Donc la souche de référence qu'on a depuis longtemps, qui était la première, elle est un peu domestiquée les conditions de laboratoire. Donc elles semblent être plus sensibles. Donc on prend de l'eau du Pacifique, du Baltique, et souvent on arrive à avoir une lise et isoler les virus avec cette souche. Mais ça donne un peu un biais vers cette souche. Donc on essaie aussi d'utiliser une gamme de souches différentes comme hôte pour isoler plus de diversité de virus. Il faut savoir quelles souches reproduisent quel virus, donc ça devient, on explose rapidement dans la collection qui a mentionné, qui a besoin de quel hôte. Et pour faire cette matrice de croisement, il faut faire pousser toutes les différentes souches, les virus dans le souche, et puis les croiser. Alors, j'ai une autre question. Vous parlez donc des prasinovirus. Oui. Alors, est-ce que c'est lié au fait que ces organismes ont de l'amidon? Non, en fait, c'est 100% historique, comme on a appelé les algues avant les prasinophytes. Oui. Et c'était des virus qui infectaient que les prasinophytes. Oui. On a appelé les prasinovirus. Mais après, on a un peu mis à côté le terme prasinophyte, on a reclassé les algues. Et maintenant, c'est des mammilophyciers, mais on n'a pas renommé les virus les mammilophyciers, parce que ça va faire trop. Non, mais c'est par rapport au fait des glucides et des interférences, enfin, si j'ai bien compris, il y a des enzymes particulières qui sont liées aux glucides oui, dans la résistance. Et ces organismes-là, ces petites mammilophycées, même pas, elles ont toutes de l'amidon qui est du... oui, elles ont plus que l'amidon. Oui. Et les virus aussi possèdent beaucoup de gènes, comme des glycosyltransférases pour modification des sucres. Et les particules viraux sont extrêmement glycosylées aussi. Donc c'est tout un autre axe de recherche de comprendre glycobiologie, parce que je pense que c'est les interactions sur carbohydrates entre virus et algues. Je me posais la question, en fait, donc là, vous étudiez donc un type de virus sur un type de famille, de virus, et ces mécanismes de résistance, on les observe dans d'autres types d'interactions qui ne sont pas sur ces modèles-là. Oui, si je comprends bien, comment on peut généraliser ces mécanismes, oui.
on peut au minimum généraliser Ostriococcus, ce qu'on observe avec Ostriococcus et ce chromosome, aux autres algues, les mammifères, qui possèdent aussi ce chromosome aberrant et qui évolue également la résistance. Donc je pense qu'il y a des mécanismes communs, pas identiques. Les autres branches d'algues, je ne peux pas être sûre. Donc j'aimerais aussi proposer ça comme projet, qu'on n'a pas un système, on comprend mieux en mieux le système immunitaire des bactéries. On a le système de restriction-modification, maintenant CRISPR-Cas, il y a une tonne qui est en train d'être découverte. Ils sont souvent partagés entre des familles, mais les bactéries ne possèdent pas le même système immunitaire. Comme nous, on n'a pas le même que les insectes. Mais peut-être il y a un système ancestral commun entre certaines algues qui on pourrait révéler. Et, il faut ensuite, on a commencé des collaborations avec l'équipe en Israël, sur Emile et Anne pour voir si on peut en tirer des commonalités entre les mécanismes de résistance. Mais c'est à voir. Peut-être il n'y en a pas. En fait, c'est intéressant de voir que la science a évolué quand même assez vite parce qu'on a la maman d'Ostriococcus dans la salle. Donc, il a découvert il y a maintenant un certain nombre d'années et ce qu'est devenu cette recherche. Ah oui, l'Ostriococcus, aux interactions. C'est pas une idée. Il va dans les autres labos, il est parti dans tous les labos du monde. On essaie de faire Ostriococcus comme la levure de Ce qui est amusant et qui est typique de la recherche, c'est que tant qu'on ne connaît pas un organisme, on ne sait pas le reconnaître dans la nature, tant qu'il n'est pas décrit. Et si vous voulez, c'est le fait de l'avoir décrit et publié en 1994 qui a permis, une fois qu'on l'a décrit et qu'on lui a donné ses caractéristiques, y compris le génome, qu'il a pu être trouvé partout dans le monde. Et que maintenant, vous avez vu la carte des Ostriococcus, il y en a partout. Et on révèle plus, en fait, des espèces cryptiques. Oui. Là, il y a peut-être un autre clade qui était vu. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est le jour où on va trouver quelle est la forme diploïde. Parce qu'il y a des haploïdes. Enfin, on dit que l'Ostriococcus tel qu'on le connaît actuellement en culture, si j'ai bien compris, est haploïde. Oui, on n'a pas de diploïde. Mais vous avez parlé de chromosomes qui ont l'air d'être sexués. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir les deux. Oui. Et le jour où on les aura fait combiner ensemble, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Parce que dans d'autres groupes d'algues, la forme haploïde et diploïde sont complètement différentes et ont été décrites autrefois sous des genres différents. Oui. Et on s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait du stade haploïde et diploïde chez les cocoïdophorides, par exemple. Ah oui, c'est jour et nuit, il y a une forme flagellée, une forme pleine de cocolytes. Et donc, je serais curieuse de savoir ce que deviendrait le... Ah oui, ben c'est notre axe de recherche. Nous avons accueilli juste ce mois-ci un postdoc qui vient de Barcelone, David López-Escaldo, et il continue de thèse précédente. On pense que c'est le chromosome sexué parce qu'on a vu deux types qu'on appelle plus et moins. Donc, et on essaie de les mélanger et faire recombiner. Mais elle ne veut pas. Hein. Il faut que les conditions soient correctes, on éteint la lumière, on essaie. Bon, quand vous y serez arrivé, n'oubliez pas de prévenir Marie-Jo, elle serait très contente de connaître cette étape. Oui, si vous avez des idées comment le faire recombiner. Bon, là, ça devient une conversation de... Un site de rencontre. En fait, on pense que peut-être le virus va le faire le stress. Mais il y a des équipes qui travaillent sur, justement chez les cocoïdophorides à faire le lien entre la forme haploïde et diploïde et savoir dans quelles conditions
ils passent d'un stade à l'autre. Bon, viens leur Et donner à des Barcelone, conseils après. tu viens lui donner des conseils après. Bon, d'autres questions? Non. Merci beaucoup, chérie. Ouais, ben, merci.